Bien, bonjour à tous et bonjour à nos amis libanais qui sont ici aujourd'hui avec nous. Je vais vous parler de mon parcours à travers la littérature libanaise. Ça n'est pas du tout un exposé universitaire, c'est vraiment mon parcours de cœur. Je citerai des auteurs, mais je ne les citerai pas tous, et sans doute que certains grands auteurs ne seront pas forcément cités. Je me disais en préparant tout ça que pour chaque livre découvert et lu, nous avons chacun une histoire. C'est-à-dire que les circonstances de la lecture, l'époque de notre vie où nous avons lu tel ou tel livre, se mêlent dans notre souvenir au livre lui-même. Vous le savez, vous l'avez vécu ça. Et quand nous relisons un livre, des mois ou des années plus tard, après la première lecture, nous redécouvrons le texte avec bonheur ou avec déception, surprise ou désintérêt, mais souvent s'immisce notre propre histoire à travers le contexte de notre vie où nous lisions ce livre. Dans quel pays, dans quelle maison ou café ou train ou avion, avec qui, quel était l'état de notre cœur d'enfant ou d'adulte au moment où nous lisions ce livre. Ainsi, ma rencontre avec les livres de la littérature libanaise est empreinte du parcours de ma vie. Et à partir de 2009, lors de mes 23 séjours au Liban, j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs libanais, certains sont devenus des amis, avec qui je partage un débat sur l'état du monde, un débat qui n'en finit pas. C'est cette histoire que je vous raconte là maintenant. Et pour commencer, peut-être vous lire un poème d'abord. Un poème qui s'appelle « Cette histoire me tourmente » d'une poétesse qui s'appelle Insaf Al-Awar Modad, qui est décédée il y a 3 ans. J'ai rencontré Insaf, je vous en parlerai un peu plus, c'est une personne qui m'a bouleversée. Voilà ce poème. Ce poème est traduit en français, sans doute mal traduit. Son arabe était sans doute plus chantant que celui-ci. J'avais oublié la couleur du temps en lui. Je ne lui avais pas porté une fleur, ni orné son visage avec un baiser. Mais la fleur du soleil éclot en automne, et quand il est parti en été, il savait que je l'aimerais intensément et que je le chanterais souvent. Je me souviens, il est mort d'une balle, comme cet autre est mort d'une balle. Alors que la nature avançait comme elle l'avait toujours fait, à travers toutes les saisons, elle n'a pas revêtu le ruban noir, ni les habits de couleur sombre. Ce poème de cette poétesse que j'ai rencontrée, dont je vous parlerai donc tout à l'heure, est pour moi un exemple de ce tourment qui parcourt la littérature libanaise. Il y a dans ce poème qui est en arabe, et sans doute plus harmonieux dans sa musique, il y a de nombreux thèmes que je retrouve dans les livres des auteurs libanais que je lis. Je vais avancer dans mon propos en 3 parties. D'abord, je me suis posé la question de qu'est-ce que nous raconte la littérature libanaise ? Et puis ensuite, je me suis posé la question de quelle était ma représentation de la littérature libanaise avant que j'aille au Liban, avant que je vive certains moments au Liban. Et puis je vous parlerai des auteurs que j'ai rencontrés. Pourquoi est-on attaché à ce pays grand comme un mouchoir de poche ? C'est Etel Adnan, écrivain et peintre libanaise qui a aujourd'hui 90 ans, qui me dit cette phrase que je n'oublierai pas et qui se retrouve dans un de mes romans. Etel regarde à la fenêtre, les yeux sur les toits, nous sommes rue Madame à Paris. C'est l'hiver, la lumière d'après-midi est belle et nous attendons un jeune cinéaste qui va filmer Paris la nuit avec Etel parce que ce qui la réjouit en ce moment, ce sont les lumières sur la ville et particulièrement celles qui se reflètent sur la Seine. Etel Adnan prépare sa participation à la Documenta, ce grand événement d'art en Allemagne. Sa question de l'attachement au Liban me surprend. Elle peut se poser pour moi à l'étrangère, mais pas pour Etel, me semble-t-il. C'est son pays, malgré sa vie aux États-Unis et en France. Pourtant, cette phrase court tout le long de la vie des Libanais. Elle imprègne leurs livres, leur art, leurs discussions, leur histoire. Ils partent et ils reviennent dans un mouvement qu'auraient des chercheurs qui ne se résolvent pas à une découverte unique,
mais reprennent indéfiniment le texte de leur vie pour le perfectionner. Mais parfois, ils semblent errer, perdus. Partir et revenir. Peut-être qu'au cœur de la littérature libanaise, je retiens, au-delà de tous les thèmes que l'on connaît, cette idée du voyage, du départ et du retour incessant que contiendraient la guerre, l'histoire, les langues, l'amour et la haine, la famille, le sort des femmes, la jeunesse, les religions, l'amour et le sexe, les traditions et la modernité, la loi et la corruption, la terre natale et puis bien d'autres. Partir et revenir semble naturel pour les Libanais. Et moi-même, à mon insu, je me suis mise à faire ces allers-retours, à me libaniser. En relisant ces dernières semaines les livres des écrivains d'origine libanaise, dont quelques-uns sont ici parmi nous, au banquet, je me disais que j'étais fortement touchée par ces livres, profondément, comme s'ils me parlaient de moi et de tout ce qui est de mon histoire, alors que je suis née en Vendée, en France, que l'histoire de mes ancêtres n'est pas la même que celle des auteurs libanais. Pourtant, ce qui nous lie est universel. Ce que raconte la littérature libanaise dans sa diversité, c'est comme une histoire mondiale, au sens où les personnages dans leur singularité, leur vie dans leur famille, leur destin, nous sont familiers. Peut-on en dire autant de toutes les littératures? Peut-être. Mais je fais l'hypothèse que ce dont témoigne la littérature libanaise est tellement riche et divers qu'elle contient tous les sentiments, les événements, et qu'elle est une traduction de ce que pressent le lecteur, quel qu'il soit dans l'histoire de son lignage, ascendant et descendant. Il est tentant également de trouver des points communs entre tous ces livres, les invariants dans cette littérature contemporaine provenant d'auteurs libanais. Et lisant un livre après l'autre, j'y trouve en effet des éléments qui permettraient de former une unité dans ce qui serait un style libanais autant que les thèmes récurrents. Mais je ne m'y résous pas. Cela me semble vain et inopportun, et finalement enfermant. La singularité des écritures, des langues, Dominique le disait, français, arabe, parfois anglais, arménien. Même si une énergie, une sensualité émergent dans chacun des livres, même si les thèmes du départ et du retour et tout ce nommé plus haut sont très présents chaque fois, ces écritures des auteurs libanais tendent vers une recherche d'un rythme qui est propre à chacun, et vers des élucidations de l'histoire personnelle comme de celle du Liban, très diverses. Qui sont les auteurs libanais? Ces auteurs ont un passeport libanais, parfois non. Il arrive qu'ils aient aussi un passeport français ou canadien ou américain des USA, ou suédois ou autre. Il arrive qu'ils soient palestiniens sans passeport. Ils sont nés au Liban, mais pas forcément. Ils ont en commun cet attachement, ce bouleversement de leur histoire ancienne ou plus contemporaine, et peut-être ont-ils en commun aussi une colère et une tendresse tout à la fois. Avant ma rencontre avec le Liban, j'avais donc une représentation de ce pays. 5 auteurs que j'avais lus, et le premier, j'avais 17 ans. C'est, vous le connaissez tous, Khalil Gibran. Alors, je prononce à la française, je prononce pas comme à la libanaise, les noms. Avec Khalil Gibran, je découvre une mythologie moderne. Ce qui se travaillait en moi dans ma jeunesse, sans que j'en ai conscience, mon père parlait le français matiné de patois vendéen, il parlait l'anglais, l'allemand, un peu d'espagnol et d'italien, et le québécois, ce français qui m'enchantait. Ce que j'allais éprouver moi-même dans certains moments de ma vie, et très fort ces dernières années à Beyrouth, c'est l'expérience des langues. Comment elles nous modèlent, comment nous les traversons en les modifiant, comment nous les inventons chaque instant en mélangeant toutes les langues de notre enfance, celles de nos études, de nos rencontres, de nos vies. Ainsi, au Liban, on ne sait plus bien ce qu'est la langue maternelle. Et j'ai surpris cette expression de langue maternelle chez plusieurs auteurs que j'ai rencontrés, comme Etel Adnan ou Salah Stétier, désignant non pas la langue de leur mère, mais celle de leur enfance ou celle de l'école, langue imposée dont ils ont fait, avec bonheur ou avec colère, la leur. Toutes ces langues se retrouvent dans les romans contemporains d'auteurs libanais. Je ne savais pas alors, dans mes 17 ans,
que Khalil Gibran, libanais de Psharé au nord du Liban, avait écrit son livre « Le prophète » en anglais, qu'il avait vécu en Europe et surtout aux États-Unis. Autre lecture de ma jeunesse, dont je vous parlais à l'instant, Salas Tétier. Poète, essayiste, diplomate, il fonde l'Orient littéraire et culturel dans les années 50. Et dans ma jeunesse, je rencontre un livre, Obscure lampe de cela, avec des gravures de Raoul Hubac, c'était un livre d'artiste, aux éditions Jacques Brémond. Et curieusement, je découvre la poésie dans ma jeunesse à travers ce livre-là et les éditions de Jacques Brémond en France. Ce que dit Salas Tétier, il dit « J'aime la langue française. Et aimer la langue française, c'est la réinventer. » C'est sans doute ce qu'il fait dans ce poème. Il dit « Je suis lié profondément à la langue arabe, celle de ma tradition, celle de mon enfance, celle dans laquelle mon père m'avait appris ce qu'était la littérature, la poésie. » Il ajoute que son imaginaire puise dans le vieux fond arabe. Il tente, dit-il, de réconcilier ces deux mondes. Et peut-être que ce thème de la réconciliation des mondes est un thème qu'on retrouve dans la littérature libanaise, beaucoup. Lors d'une soirée à Beyrouth en 2012, un dîner dans le quartier de Caracas, dans un excellent restaurant, avec plusieurs auteurs, nous évoquons Salas Tétier. Et l'un d'eux dit qu'il ne comprend pas ce qu'écrit ce poète. Le débat n'est pas engagé et je reste interrogative. Cela me confirme dans ce que je ressens de la littérature libanaise. Un besoin profond de narration, de récit. Et les auteurs qui s'en éloignent et vont chercher à bousculer les formes ne vont pas être compris d'emblée. Ça n'est pas spécifique au Liban, c'est sans doute vrai aussi dans d'autres littératures, mais je l'ai ressenti très fort au Liban. Salas Tétier, je le croise à Beyrouth, à l'Institut français, je le croise à Paris. Il m'écrit pour me parler de Julien Gracq. Donc c'est un auteur qui m'est proche aujourd'hui. Il a une bibliographie importante, impressionnante, chez de nombreux auteurs, et il fait des livres d'artistes en particulier. Tous les livres dont je vais vous parler sont à la librairie ici, donc je vous engage à aller les voir et les acheter. Autre auteur de... Alors là, c'est plus ma jeunesse, je commence à être adulte, André Chédid. Elle est née en Égypte, de parents libanais et syriens. Le souvenir que j'ai de la lecture du livre Le Message, qui paraît en 2000, n'est pas lié au Liban, que je ne connaissais pas en l'an 2000. Ce qui fait que cette ville en guerre, dont il est question dans le roman, ce pont où Marie est censée rejoindre Steph, ressemble plus, pour moi, à Paris. Si je relis le livre aujourd'hui, j'y mettrai peut-être Beyrouth. Mais l'auteur n'a pas choisi d'être précise sur les lieux, de les nommer. Ce qui fait que j'ai adopté cette histoire dans mon cadre connu à moi. Un roman, un poème qui nomme les lieux sont compréhensibles, touchants, universels si l'écriture le permet, si le texte est bien un objet à la fois d'artisanat et d'art. Et c'est bien l'écriture qui va faire qu'on a accès à un texte, qu'on y adhère ou pas. C'est la poésie au sens du travail du langage qui permet la réussite de la lecture, c'est-à-dire la possibilité que le texte fasse lien avec la propre histoire du lecteur. Et c'est en quoi on pourrait dire que se poser la question de la nationalité d'un livre n'a pas de sens. Il y a dans la littérature un potentiel d'universalité, et je l'ai senti très fort avec la littérature libanaise. Autre auteur de mes 30 ans, Amin Maalouf. Vous le connaissez, écrivain, romancier, il est à l'Académie française depuis 2011. Ce que je découvre avec Amin Maalouf, c'est l'enchantement, qui est sans doute aussi ce qu'on recherche dans la lecture. Le Liban, pour moi, dans mes années 30, n'a pas d'existence réelle. Je suis dans l'enchantement. C'est peut-être l'orientalisme dont parlait Dominique tout à l'heure. Amin Maalouf quitte le Liban en 1976. Il dit que ce n'est peut-être pas ce qui a provoqué l'écriture, mais du moins ce qui a bouleversé ses projets d'écriture. Et on en parlait tout à l'heure avec une des auteurs ici, c'est cette notion d'exil qui est très forte au Liban, mais qui est sans doute le propre de chaque auteur. On est toujours en exil de quelque chose quand on écrit, d'un pays, d'une enfance. On peut se demander ce qu'aurait été la littérature libanaise sans l'exil, sans la guerre. Amin Maalouf a le prix Goncourt en 1993.
il dit qu'il n'aime pas le mot exil. Il dit « Les Libanais sont de partout et s'adaptent en tout lieu ». Son père parle anglais, sa mère parle français, mais sa langue d'enfance est l'arabe libanais. 3 langues pour penser, pour s'exprimer, c'est une chance. Et alors je me pose la question, comment les auteurs choisissent-ils la langue dans laquelle ils écrivent? Existe-t-il des cas où ils changent de langue dans leur parcours d'écrivain? On en connaît dans la littérature mondiale. Et là, je vais vous lire un passage d'un livre de Etel Adnan, qui est à la librairie. C'est un petit livre qui est un grand livre, Écrire dans une langue étrangère, et qui est pour moi un exemple de ce parcours qui est à la fois singulier, pour chaque Libanais c'est une histoire différente, et en même temps qui pose une problématique qui leur est propre. Voilà ce qu'écrit Etel. Les langues, cela commence à la maison. Je vais donc commencer par raconter comment, dès mon enfance, j'ai été prise dans plusieurs langues, et comment l'usage de celles que je n'aurais pas dû normalement parler ou utiliser pour écrire des poèmes a pu me toucher. Ma mère était une Grecque de Smyrne, quand Smyrne, avant la Première Guerre mondiale, était une ville majoritairement grecque, une communauté de langue grecque à l'intérieur de l'Empire ottoman. De langue grecque, voilà. Mon père était un arabe, né à Damas en Syrie. À l'âge de 12 ans, il est entré à l'académie militaire d'Istanbul, appelée Collège de guerre. C'est vers la fin du XIXe siècle. La Turquie était alors alliée à l'Allemagne du Kaiser, si bien que mon père fut éduqué en turc, allemand et français, tout en ayant précédemment été éduqué en arabe à l'école coranique jusqu'à ses 12 ans. Le français était enseigné dans l'Empire ottoman pour l'éducation générale, pour les mêmes raisons qu'il était aussi enseigné en Russie. Mon père était musulman. Il épousa ma mère, qui, bien plus jeune que lui, était d'une autre culture. C'était dans les débuts de la Première Guerre, vers 1914, à ce qu'on m'a dit. Ils parlaient turc entre eux. Les Grecs qui vivaient alors en Turquie connaissaient tous plus ou moins bien le turc et ne parlaient grec qu'à la maison ou dans leurs écoles. L'Empire ottoman était un empire, ce qui signifie que ce n'était pas un État avec une population homogène. C'était un empire où la langue turque n'était même pas la langue la plus parlée. La langue turque elle-même était pleine de mots et expressions arabes, car les Turcs étant musulmans apprenaient le Coran en arabe. Elle comportait aussi des mots persans. Enfin, il y avait également les Arméniens dans l'Empire qui parlaient arménien, mais aussi le turc. Si bien que presque tout le monde connaissait au moins un peu d'une autre langue en dehors de la sienne. Mes parents, comme je l'ai dit, parlaient le turc entre eux. Ma mère avait fréquenté l'école d'un couvent français jusqu'à l'âge de 12 ans. Les Français avaient des écoles catholiques dans toutes les grandes villes et les gens éduqués apprenaient le français, un certain français du moins. Mes parents, par conséquent, comprenaient le français, savaient le lire et l'écrire. Ma mère parlait le turc, mais ne l'avait pas étudié. Si bien que mon père, lorsqu'il se trouva sur le front des Dardanelles près d'Istanbul, pendant un certain temps et durant une bataille importante, lui écrivait des lettres en français. Son style était très romantique, à la manière des romans allemands, autrichiens ou russes de l'époque. De nombreuses années plus tard, ces lettres ayant été soigneusement gardées, car elles étaient la fierté et la joie de ma mère, j'ai pu les lire. Elles auraient pu figurer dans un roman comme Guerre et paix de Tolstoï. Elles parlaient d'amour, de guerre, de vie et de mort. Je suis née à Beyrouth au Liban, car à la fin de la Première Guerre mondiale, mes parents ont quitté la Turquie. Je suis née dans un monde totalement différent de celui de mes parents. Je suis allée à l'école d'un couvent français, j'ai été éduquée en français. Les enfants de ma génération ont connu un pays dirigé par les Français qui jouissaient pour eux-mêmes, leur langue et leurs mœurs, du prestige toujours attaché aux gens détenant le pouvoir. Aussitôt que je me souvienne, je parlais grec et turc jusqu'à l'âge de 5 ans. Je suis allée à l'école. Le fait qu'à l'école j'ai parlé le français et qu'il y avait des gens parlant le français dans la ville, entre autres des voisins avec lesquels ma mère parlait le français, a fait que nous avons parlé de plus en plus le français à la maison, avec plaisir pour ma mère, un regret pour mon père.
Il y avait des raisons à cela. Mon père était un arabe vivant dans un pays arabe, il parlait arabe en ville et avec ses amis. Ma mère, qui ne savait pas l'arabe, s'identifiait d'une certaine façon au français. Je me souviens de mon père, qui était un homme âgé pour l'enfant que j'étais, et qui ressemblait plutôt aux grands-parents des autres enfants. Un jour, tout à coup, comme sortant d'un rêve, il lança brusquement à ma mère « Nous ne sommes pas en France, et toute cette langue française, ça ne va pas. Cet enfant doit apprendre l'arabe. » Elle répondit « Pourquoi tu ne lui enseignes pas ?» Voilà, je vais arrêter là. Et Ethel termine son texte en disant « Est-ce que je me sens en exil ?» Oui, c'est le cas. Mais cela remonte très loin. Cela a duré si longtemps que c'est devenu ma nature. Et je ne peux pas dire que j'en ai souffert trop souvent. Il y a même des moments où j'en suis heureuse. Un poète est, avant tout, la nature humaine à son état le plus pur. C'est pourquoi un poète est aussi humain qu'un chat est un chat ou un cerisier un cerisier. Tout le reste vient après. Tout le reste compte, mais aussi parfois ne compte pour rien. Les poètes sont profondément enracinés dans la langue et ils transcendent la langue. Voilà l'exemple d'Ethel, qui est un parcours qui est singulier, mais que je ressens très, très fort auprès des Libanais qui écrivent, et même ceux qui n'écrivent pas. Et je repense à Samer Modad, qui est un photographe dont le livre est à la librairie ici, un grand photographe à Beyrouth qui a photographié dans plusieurs pays arabes, qui a eu de grandes expositions dans le monde. Quand il a écrit ce livre, il a eu envie de raconter son histoire de photographe, de jeune homme et jusqu'à maintenant. Il est le fils de Insaf, dont je vous parlais tout à l'heure, cette poétesse, et il parle arabe. Ses parents ne parlent qu'arabe. Et il me dit, j'étais très étonnée quand je me suis mis à raconter mon histoire, je me suis mis à écrire en français. Et oui, et il n'était pas forcément très à l'aise, donc on a un peu travaillé ensemble sur ces textes-là. Ce passage des langues est un phénomène complexe qui mériterait des études. Dans la langue orale, mais aussi dans la littérature. Il faut bien choisir une seule langue quand on se met à écrire. Et pourtant, quand on lit les livres libanais, on sent que tout est truffé d'autres mots, d'autres langues. On sait combien nous avons chacun notre langue, ce qui fait notre singularité, au point qu'on peut dire que lorsqu'un être humain meurt, c'est une langue qui meurt. Un dernier auteur que j'ai rencontré avant de partir au Liban, c'est Wajdi Mouawad. Dans les années 90 et au début des années 2000, je travaillais dans un théâtre et nous avons accueilli les pièces de Wajdi Mouawad. Ce fut une découverte très marquante et là j'entrais plus dans l'histoire du Liban. M'étaient représentées ainsi toutes les problématiques que je rencontrerai ensuite. La famille, la guerre, les langues, l'exil, les cultures qui cohabitent et se mélangent, l'amour de la terre natale. Les choses se précisaient ainsi pour moi et pourtant rien ne m'indiquait que mon histoire avec ce pays allait commencer. C'est en 2009 que je suis allée pour la première fois à Beyrouth. En 2009, Beyrouth est capitale mondiale du livre. Cette nomination donne à la 16e édition du Salon du Livre francophone qui a lieu tous les automnes à Beyrouth, un caractère particulier, avec entre autres la venue de Jean-Marie Gustave Leclésio. De nombreux artistes de renom sont présents, des événements marquants sont organisés. Je suis invitée comme auteure, sélectionnée par les libraires de la région Île-de-France qui est présente au salon. Pour moi, c'est une découverte totale et une coïncidence très étrange, une surprise. J'étais alors en train d'écrire sur les guerres de mes grands-parents et de mes parents, 1914 et la Deuxième Guerre mondiale. Mes textes s'intéressaient à ces guerres, mais elles s'intéressaient aussi aux guerres du présent, celles qu'on entend à la radio, et évidemment, celles que j'entendais en 2006 au Liban. Et cette coïncidence va avoir des conséquences. Au Salon du Livre, je rencontre quelques auteurs, et c'est
toutes ces œuvres m'ont touchée. Ce n'est évidemment pas, je vais vous raconter là mes rencontres, je vais vous raconter mes rencontres avec ces auteurs, ça n'est pas exhaustif du tout, tous ne sont pas nommés ici, ce serait très très long. La première que je rencontre, c'est Vénus Kourigata. Elle passe son enfance à Bchareh, au nord du Liban. Elle naît en 1937, donc elle est nommée comme une femme de lettres française. Elle se dit partagée entre deux pays, entre deux langues aussi. Et c'est à nouveau ce conflit. Elle rejoint Paris dans les années 70, elle construit une œuvre de roman, de poésie, elle reçoit de nombreux prix. Je suis dans le même hôtel qu'elle, en 2009, et j'écoute ce qu'elle dit dans les salons de l'hôtel. Vénus Kourigata a écrit, dit-elle, pour remplir son monde de couleurs, alors que la mort, l'exil, la guerre se sont imposés avec les larmes. Je vous engage à lire ses livres. Ce que je retiens d'elle, c'est l'idée du chagrin. Elle nous parle du chagrin, comment s'y confronter, comment avancer malgré le chagrin. Et vous voyez que c'est un thème universel, mais qui, chez Vénus Kourigata, prend une couleur particulière. Ce qu'elle nous dit aussi, c'est que l'écriture la sauve. Mais ça n'est pas original, c'est le cas sans doute de tous les auteurs. Autre auteur que je rencontre, et là avec qui je tisse des liens très particuliers, bien que nous ne parlons pas la même langue, on ne peut pas se comprendre, on a toujours quelqu'un pour traduire, mais parfois on se parle sans traduire. C'est Insaf Alawar Modad dont je vous parlais tout à l'heure. Elle décède en 2013 à l'âge de 80 ans. Poétesse, écrivaine, elle est peintre aussi. Auteure de plusieurs recueils de poésie, de contes pour enfants, en arabe toujours. En 1972, elle est sélectionnée pour représenter le Liban dans le cadre d'une manifestation internationale destinée à récompenser les plus grands poètes du monde. Elle organise à partir de 1987 à Beyrouth un salon littéraire, des rencontres littéraires. Son but est de réunir des intervenants de toutes confessions, et elle a fait ça jusqu'au bout, dans le but de maintenir un dialogue de survie et honorer les intellectuels qui ont fait le choix de ne pas s'exiler. Sa perspective en tant que femme, d'artiste, mais aussi de résidente du Mont-Liban, a constitué un apport précieux dans la réalisation de plusieurs projets culturels dans la région et au Liban en général. Ce que je retiens d'elle, c'est l'engagement, des prises de position très fermes, féministes et en faveur de la laïcité. Elle est d'origine druze. En même temps, les aspects transcendants et mystiques de la vie. Elle avait une grande mystique et je crois que c'est comme ça qu'on arrivait à correspondre sans se parler. Un engagement très fort aussi en faveur des enfants. C'était aussi une femme très très belle qui même dans sa vieillesse me fascinait par sa beauté. Un autre auteur que j'ai rencontré et que je chéris particulièrement et auquel on pense tous beaucoup ici depuis quelques jours, c'est Abbas Beydoun. C'est un poète, il écrit en arabe, on a des traductions aussi ici. Il est engagé dans la gauche libanaise, il dirige les pages culturelles du quotidien Al-Safir. Je me souviens d'une conversation dans une bibliothèque à Beyrouth où il a des paroles assez extraordinaires sur le sens de la vie. Et il a beaucoup à nous apprendre de sa sagesse. Ce que je retiens de lui, c'est donc une approche poétique de la vie qui n'empêche pas du tout le réalisme, mais qui me paraît d'un grand secours pour ceux qui entendent sa parole. Il y a aussi en lui une tendresse. Alors, autre auteur dont je vous ai lu le passage tout à l'heure, Etel Adnan. Etel, elle conjugue pour moi deux aspects, la colère et le talent. Le mot colère, je l'ai déjà prononcé depuis tout à l'heure, il est très fort, je le sens très fort chez les Libanais, et dans leurs textes en particulier, et ça donne une énergie assez étonnante. Etel est dans un questionnement constant et une recherche incessante de la liberté dans tout le parcours de sa vie. Autre auteur que j'ai rencontré et qui est ici est Iman Maïdan. Elle écrit en arabe, aux éditions Verticales. Vous la rencontrerez, donc je ne vais pas en dire plus sur elle. Ce que je retiens d'elle, c'est sans doute une grâce et un étonnement. On a avec Iman partagé beaucoup de choses, des repas et une soirée de Noël dans
dans un café dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelait, ça y est, je me souviens plus du nom, Iman Shababik, qui n'existe plus, mais qui réunissait un café qu'on aimait beaucoup, qui réunissait beaucoup les écrivains, les artistes. Une autre auteure que je vous recommande vivement, c'est Oda Barakat. Elle écrit en arabe aussi, elle est traduite chez Actes Sud. Je la rencontre à l'Institut des études avancées à Nantes, qui reçoit des auteurs et des chercheurs du monde entier. Elle fait des chroniques dans les journaux. Alors je ne peux pas la lire en arabe, parce que je regrette beaucoup, mais on me dit que c'est vraiment une très belle langue qui invente au-delà de l'arabe classique. Ce que je retiens d'elle, c'est une grande générosité, une virtuosité à combiner histoire et histoire singulière, mais ça c'est le cas sans doute de tous les auteurs libanais, et une poésie dans la prose. Alors, autre auteur que j'ai vu souvent prendre la parole, qui est ici avec nous, et dont j'ai lu avec toujours beaucoup de bonheur les livres, et que vous rencontrerez tout à l'heure, c'est Jabour Douari, qui écrit de très beaux romans en arabe, traduit aussi pour 5 d'entre eux chez Actes Sud, avec des personnages très attachants. J'ai aimé quelque chose qui serait chez lui le silence et une sagesse aussi des personnages dans le chaos et le tumulte. Il y a chez Jabour, je pense, une tendresse et une fermeté, une écriture efficace dans la poésie. Alors, autre auteur aussi que j'ai pu fréquenter, que vous avez peut-être lu pour certains d'entre vous, c'est Sharif Majdalani, qui est publié au Seuil, qu'il a écrit en français, qui fait de très beaux romans, matinée d'histoire des familles en particulier, puisque l'histoire du Liban est très proche de l'histoire des familles. Peut-être que ce que je retiendrai de lui, c'est une hésitation mélancolique. Et puis, Georgia Marlouf, qui écrit d'abord de la poésie et puis qui vient de sortir un roman qui s'appelle Les Absents, qui raconte à travers un carnet d'adresses retrouvé le départ de la jeune fille qu'elle était, qui quitte le Liban. Donc on a une partie de son enfance et puis sa vie de jeune étudiante à Paris. Et c'est un livre tout à fait régalant. Ce que je retiens d'elle, c'est un style très épuré et un grand respect du lecteur. Antoine Boulade, je l'ai croisé très souvent, il est poète, il est très actif dans la vie culturelle et littéraire libanaise, et il a créé pendant la guerre un club de lecture pour lutter, pour réunir les lecteurs de confessions et de langues diverses aussi, c'est toujours une préoccupation. Et ce club de lecture existe toujours. Quand je vais au Liban, j'y participe. Ce sont des moments tout à fait étonnants qui représentent bien pour moi le Liban. Il s'agit de discuter autour d'un livre ou de plusieurs livres, qui peuvent être des livres d'auteurs libanais, mais aussi des livres d'autres auteurs. Ces moments sont formidables puisque sont réunis ici des personnes de langues différentes, de confessions différentes. On parle dans toutes les langues. Alors quand on parle en arabe, je ne comprends plus rien. Et on se dispute, c'est-à-dire que le débat a lieu. Et là, il y a une espèce de démocratie grâce à la littérature qui se met en place. Donc ces rencontres ont lieu à peu près tous les 2 mois. Ce que je retiens d'Antoine, c'est vraiment une écoute et une générosité. Iya Miared, qui viendra nous rejoindre dimanche, est une écrivaine avec une écriture très énergique, à la fois elle aussi coléreuse et tendre, très fortement, ancrée dans l'histoire du Liban, avec des personnages très forts aussi, un féminisme très affirmé. Elle cherche à mettre à jour le moindre compromis, c'est-à-dire qu'elle ne passe sur rien. Elle débusque tout ce qui pourrait être compromis, avec le monde, avec l'histoire. Une écriture vraiment très vive que je vous recommande. Donc vous la rencontrerez, vous en saurez plus sur elle. Alors, Salma Kojok. Salma Kojok est une jeune auteure. C'est avec elle que j'ai lié amitié. C'est elle qui me reçoit dans son appartement à Amra. Et nous avons vraiment tissé des liens forts qui sont teintés sans arrêt du matin au soir de discussions à propos de la littérature et de l'écriture. Salma a écrit plusieurs choses. Elle a fait une thèse d'historienne, puisqu'elle est historienne, elle enseigne l'histoire. Elle a fait sa thèse en France à propos de l'immigration des Libanais en Afrique,
qui est vraiment toute une histoire très importante. Et elle s'inspire de l'histoire de ses ancêtres. Elle écrit un très beau roman qui s'appelle « La Maison d'Afrique », qui vient d'être mentionné par le prix France-Liban. Elle a une sensibilité très forte, une capacité à décrire le Liban et l'Afrique comme ils ne sont plus aujourd'hui. Des images qui permettraient sans doute de faire un film. Autre auteur que j'ai pu rencontrer, c'est Alexandre Najjar, qui est un personnage important au Liban, qui dirige l'Orient littéraire. Il est avocat, il est diplomate, auteur de poésie, de romans. C'est quelqu'un d'extrêmement actif, et sans doute que le Liban a besoin de tous ces gens actifs. C'est un ambassadeur de la francophonie. Ce que je retiens de lui, c'est son attention et sa générosité aussi. Alors quand je parle de toute cette générosité, je ne suis pas naïve. Il y a dans les microcosmes littéraires artistiques, comme partout dans le monde, des difficultés, des débats. Tout le monde ne s'aime pas comme au paradis. Et il y a des débats qui sont parfois forts et des haines qui se mettent en place, hein, qui sont sans doute à l'image de ce qu'on vit dans le monde entier. Deux jeunes auteurs qui sont avec nous pour ce banquet que je rencontre. J'ai rencontré Diane Maslouf il y a 2 ans dans un festival à Toulon, et puis Randa Sadaka qui est ici, que je viens de rencontrer. Et en lisant leurs livres, je me dis qu'il y a vraiment un passage d'une civilisation à l'autre peut-être. Alors tout le monde ne sera peut-être pas d'accord chez les Libanais avec moi, mais je sens qu'elles sont moins directement impliquées dans leurs livres par l'histoire du passé, même si elles en sont très imprégnées. C'est sans doute partout la même chose, hein, mais dans le livre de Diane Maslouf, on a une contemporanéité très, très, très forte sans doute. Je vous engage vraiment à lire leurs livres. Une auteure aussi que je n'ai pas rencontrée au Liban, mais que j'ai rencontrée à la maison Julien Gras, qui est venue un jour déjeuner, et dont vous trouverez le livre ici, qui est auteur de BD, et qui fait des livres qui regroupent tous les thèmes en dessin, tous les thèmes du Liban. C'est Zeina Abirached. Vous avez vu son livre, vous la connaissez peut-être. Ces livres sont formidables. Ce qui m'a touchée quand je l'ai rencontrée, c'est que quand elle est venue déjeuner à la maison Julien Gras, elle ne savait pas du tout que je connaissais le Liban. Et quand, parmi les convives, je lui ai demandé des nouvelles de Beyrouth et de certains quartiers, de certains amis, j'ai senti une émotion. C'était cette jeune femme très vive, les larmes aux yeux, quand tout d'un coup, là, au bord de la Loire, elle pouvait évoquer les quartiers et Beyrouth. Donc j'étais à nouveau remise dans cette idée d'attachement, d'exil et d'amour pour la terre. Et quand Dominique disait tout à l'heure que j'étais sans doute tombée amoureuse du Liban, ça peut paraître excessif, mais j'ai fait cette expérience tout à fait extraordinaire d'être amoureuse d'un pays qui est loin. Et c'est sans doute ce dont les livres témoignent. Dans les auteurs que j'ai pu rencontrer, qui ont écrit sur le Liban, il y a des auteurs qui ne sont pas du tout libanais. Je pense à Olga Losky, qui est d'origine russe, et qui a obtenu le prix France-Liban, qui est mariée avec un Libanais et qui a écrit un très beau livre sur le Liban. Voilà, cette litanie d'auteurs est loin d'être terminée. Je continue à lire, à les rencontrer. Certains sont devenus des amis. Et pour conclure, je citerai Rami Zeyn, dont je ne vous ai pas parlé là, mais qui est un auteur aussi important. Il dit « La littérature libanaise est un espace à ciel ouvert, un vaste domaine encore très largement inexploré. La littérature libanaise a besoin qu'on la lise. » Quel est notre pays, à nous écrivains ? Salma Kojok, que j'avais au téléphone il y a quelques jours, et qui préparait sa valise pour aller de Beyrouth à la Bourgogne, où elle vit de temps en temps, me dit « Je ne sais plus où est ma maison. » Où est notre maison ? Il y a des tentatives de réponse. C'est sans doute ce que fait pour nous la littérature, c'est de nous dire où est notre maison, on en a besoin. Mahmoud Darwish nous dit « Qui suis-je » C'est une question que posent les autres. Moi,
je suis ma langue. André Markovitch, qui est un grand traducteur de Dostoïevski, de Shakespeare, il nous dit « Mon pays, c'est la traduction ». Peut-être que je peux finir par une anecdote. C'était donc à Chababik, dans ce café qui était tenu par Hassan Abdallah, rue Baalbek, un café qui n'existe plus. C'était, je pense, fin 2010, une fin d'après-midi, on nous sert de l'arak. Il y a là autour de la table un poète iranien et musicien qui était de passage. Et puis Abbas Beydoun, Iskandar Abash, Salma Kojok, Mohamed Abdallah, Hassan lui-même. Et on me demande de lire un extrait d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Les premières choses mais les oiseaux ». C'est de la poésie. Je lis un petit passage. En français, tous comprennent le français, sauf le poète iranien. Il s'agit donc de lui traduire ce passage. Le poète iranien et moi, nous parlons en anglais. Certains d'entre eux se parlent en arabe. On se parle aussi en français. Ils essayent, les amis, de traduire le poème en arabe. Et il y a un passage sur lequel on va rester 1 heure. Un passage qui est « Des bisons légers comme des chevreuils ». Et voilà, il fallait traduire ça. Et alors j'ai un souvenir extrêmement émouvant de ce moment-là, parce qu'il y a un dialogue extraordinaire à travers toutes ces langues. On essaye de traduire. Alors on cherche les mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je me dis que c'est ça que je cherche au Liban. C'est cette émotion des langues, ce partage, cette écoute, cette tentative de traduction. Et la tentative de traduction, c'est sans doute ce qui nous rend humains. Et ce que je trouve au Liban, c'est peut-être quelque chose qui me rend humain.